Les obsèques du général Dalla Chiesa cet après-midi à Palerme, quelques heures après son assassinat, très vraisemblablement par la mafia qu'il était chargé de combattre. Pologne, nouvelle manifestation dans le calme près de la frontière tchécoslovaque. Georges Marchais déplore profondément les événements actuels. Troisième accident mortel depuis le début de l'année en sport équestre, le Suisse Baumann est mort au championnat du monde en Allemagne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est une grande colère qui étreint ce soir encore la plupart des Italiens, moins de 24 heures après l'assassinat de l'homme qui, après avoir démantelé les Brigades Rouges, était chargé de s'attaquer à la mafia. Le général Dalla Chiesa a été assassiné alors qu'il circulait avec sa femme dans une voiture sans grande protection en plein Palerme. C'est là, dans cette capitale de la Sicile, qu'il allait s'installer pour essayer d'appliquer à la mafia les méthodes qui lui avaient si bien réussi dans sa lutte contre les Brigades Rouges. L'homme était populaire en Italie et lors des obsèques qui se sont très vite déroulées dans la ville, on sentait la révolte gronder. Victor Dram. 18 heures après l'attentat d'hier soir à Palerme, ce sont déjà les funérailles solennelles du général Carlo Alberto Dalla Chiesa. C'est comme si, même après sa mort, le général Dalla Chiesa montrait l'exemple de la rapidité et de l'efficacité. Il y a là le président de la République, Sandro Pertini, et le chef du gouvernement, Giovanni Spadolini. Mais il y a aussi tous les dirigeants des partis politiques, dont le communiste Enrico Berlinguer. Hommage officiel considérable par conséquent à la mesure des services rendus par le général Dalla Chiesa à l'État italien. Les cercueils du général et de sa femme arrivent dans la cathédrale. C'est un moment de très grande émotion. Le général Dalla Chiesa était devenu très populaire. Il était devenu un symbole d'efficacité et de courage, des qualités qui font parfois défaut à l'État italien. Ce matin, lorsque les cercueils ont été exposés dans une salle de la préfecture de Palerme, il y a eu contestation de la part des parents du policier qui a été tué au moment où il voulait intervenir pour protéger Dalla Chiesa. C'est comme si on rendait le gouvernement responsable de la facilité avec laquelle s'est produit ce massacre. Et justement, après l'attentat d'hier soir à 21h30 en plein centre de Palerme, on s'est demandé pourquoi le général Dalla Chiesa n'était pas mieux protégé. Pourquoi il n'avait pas de voiture blindée à sa disposition? Les tueurs ont tiré facilement et impunément. C'était d'une extrême facilité. Eh bien non, ce n'est pas la faute des autorités. Le général Dalla Chiesa ne voulait pas de protection envahissante. D'abord parce qu'il était marié depuis 2 mois, il en avait assez de vivre au milieu des policiers et des carabiniers. Il voulait avoir une vie privée. Mais ce n'est pas tout. Le général Dalla Chiesa voulait montrer l'exemple aux Siciliens. Vous voyez que moi, je n'ai pas peur de la mafia. Et c'est ainsi que la mafia a pu le tuer facilement et impunément. Oui, la mise en accusation des autorités italiennes de Rome, donc, montait déjà depuis quelques jours. On avait parlé de divergence avec le ministère de l'Intérieur, qui n'aurait pas donné assez de moyens au général Dalla Chiesa. Le général Dalla Chiesa qui avait, Victor vraiment nous l'a rappelé, une conception très particulière de sa propre sécurité. Il déroutait tout le monde jusqu'à son entourage. On dit qu'il ne dormait jamais 2 soirs de suite au même endroit. Un homme très discret, les caméras de télévision avaient souvent du mal à le saisir. Le général Carlo Alberto Dalla Chiesa n'a commencé à apparaître en public qu'après avoir été nommé préfet de Palerme. C'était parfois pour fustiger, dénoncer la mafia qui venait d'assassiner l'un de ses collaborateurs, par exemple un colonel des carabiniers. Il y a encore quelques mois, il était difficile d'approcher, même d'entrevoir le général Dalla Chiesa. Il vivait constamment dans des casernes, ne dormant jamais plus d'une seule nuit au même endroit. Cette façon mystérieuse, presque clandestine de vivre a beaucoup contribué évidemment à la légende de Dalla Chiesa. En fait, cet homme rusé et courageux vivait un peu comme un terroriste ou comme un chef de la mafia, pour mieux combattre justement et le terrorisme et la mafia. D'abord la mafia. Lorsqu'il est nommé en Sicile, il n'hésite pas à faire arrêter 76 chefs de la mafia, dont le trop fameux Frank Coppola. En Sicile, et même quand on est policier ou carabinier, il faut un certain courage pour mettre en prison des membres de la mafia. Ensuite, le terrorisme. Le général Dalla Chiesa emploie des méthodes toutes particulières. Par exemple, il n'hésite pas à infiltrer des hommes de main dans les rangs des terroristes. C'est lui qui invente le terroriste repenti, celui qui est prêt, à certaines conditions de remise de peine, de collaborer avec la police. Le premier terroriste repenti, Roberto Pecci, c'est un coup de Dalla Chiesa. Les confessions de Roberto Pecci permettront l'arrestation de dizaines et de dizaines de terroristes.
Les super prisons, les prisons spéciales dans lesquelles les terroristes sont complètement isolés, c'est encore Dalla-Chiesa. Il faut dire qu'avant Dalla-Chiesa, les prisons italiennes étaient souvent des hôtels de passage. Voilà donc l'homme de 62 ans qui a été le commandant en chef de l'antiterrorisme en Italie, courageux, rusé, très efficace et d'une intégrité à toute épreuve. Et curieusement, un super policier, un super flic est devenu l'un des hommes les plus populaires en Italie. Oui, les 3 grandes centrales syndicales italiennes ont lancé un ordre de grève générale de 4 heures dans toute la Sicile pour lundi prochain, en signe de protestation contre cet assassinat. Il est bien sûr trop tôt pour parler précisément de l'enquête, Victor Vraiment, mais je crois que tout laisse à penser qu'il s'agit bien de la mafia. Ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, la mafia sicilienne est en pleine expansion. Figurez-vous que depuis le début de cette année, il y a déjà eu une centaine de morts dans la seule ville de Palerme. Comment expliquer cette hécatombe? Eh bien, cela signifie que la mafia est en train de s'implanter par la force et qu'elle est en train d'éliminer les récalcitrants. Parce que la mafia, ce n'est pas seulement le trafic de la drogue, c'est aussi le contrôle de la construction, des travaux publics et même de la production de tomates. C'est le contrôle de toute l'activité économique de la Sicile. Justement, le gouvernement italien est en train d'employer une nouvelle méthode, disons financière, contre la mafia. Je prends un exemple. Le fameux gangster américain Al Capone n'a pas été arrêté parce qu'il avait tué des dizaines de personnes, il a été arrêté parce qu'il ne payait pas ses impôts. Eh bien, le gouvernement italien a décidé d'établir la liste de 3200 personnes qui vivent en Sicile, qui vivent au-dessus de leurs moyens et qui évidemment ne payent pas d'impôts. Et c'est justement le général Dalla-Chiesa qui a établi la liste de ces 3200 personnes qui probablement font partie de la mafia. Et c'est peut-être cette opération financière qui risquait d'être terriblement efficace qui explique finalement l'assassinat hier soir à Palerme du général Carlo Alberto Dalla Chiesa. Voilà pour cet assassinat. Une rencontre entre le secrétaire général du Quai d'Orsay et le chef de l'OLP à Tunis. Yasser Arafat a remercié Francis Gutmann pour les prises de position du chef de l'État français en faveur de la cause palestinienne, dit-on de sources informées. Les Irakiens annoncent la destruction de 2 pétroliers, de 2 cargos qui se dirigeaient vers le port pétrolier de l'île iranienne de Karg. Les Irakiens appliquent un blocus très rigoureux depuis plusieurs mois sur l'Iran. Pologne. Plusieurs milliers de mineurs ont commémoré le 2e anniversaire des accords de Jastrzębie. Les policiers ont filmé la manifestation dans cette ville tout près de la frontière tchécoslovaque et photographié toutes les personnes qui ont déposé des gerbes. Ces événements polonais semblent troubler le Parti communiste français. On se souvient qu'un éditorial très critique avait été publié par les intellectuels de Révolution il y a 2 jours. Eh bien, Georges Marchais, Paul Amar, dans l'Humanité dimanche, ne va pas aussi loin. C'est juste à première vue, à première lecture, si j'ose dire, le contraste est assez singulier entre les 2 articles. Révolution parle du coup de force du général Jaruzelski. Il n'y a dans les propos de Georges Marchais aucune critique à l'égard des dirigeants polonais actuels. Révolution insiste d'abord et surtout sur la libération des syndicalistes emprisonnés. Georges Marchais qui réclame lui aussi cette libération, même s'il ne prononce jamais le nom de Walesa, met au contraire l'accent sur la culpabilité de ceux qui jouent la politique du pire, une allusion à ceux qui manifestent. Mais Georges Marchais comprend tout de même, et là je le cite, le profond mécontentement qui règne dans le pays et souhaite lui aussi l'existence, la création de syndicats indépendants. Alors si vous voulez Patrick, c'est à peine perceptible, mais je crois qu'il y a dans le ton de Georges Marchais et dans les mots choisis, jamais par hasard, quelque chose de nouveau. Il n'y a pas dans l'analyse qu'il fait de la situation en Pologne, d'un côté les bons, il n'y a plus. D'un côté les bons et de l'autre les méchants, c'est une analyse plus nuancée qu'auparavant et qui traduit, je crois, pour reprendre votre terme, le trouble qui règne au sein du PC, mais ce terme n'est peut-être pas assez fort. Je crois que les dirigeants du Parti communiste français sont réellement très inquiets, si Georges Marchais insiste presque à chaque phrase sur la nécessité de l'entente nationale en Pologne, c'est parce qu'ils craignent tout simplement la guerre civile, une guerre civile qui déboucherait, c'est l'analyse qu'ils font actuellement, qui pourrait déboucher sur une intervention extérieure, comprenez soviétique, et c'est un risque qui préoccupe au plus haut point les dirigeants du Parti communiste français. Ils savent qu'une telle intervention après la Hongrie et après la Tchécoslovaquie serait catastrophique bien sûr pour la Pologne, mais aussi pour l'image du communisme dans le monde et pour l'avenir des partis communistes européens, donc français. 2 leaders phares de l'opposition se sont exprimés aujourd'hui, Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. L'ancien président de la République se veut à l'écoute des interrogations, des doutes et peut-être même des angoisses, a-t-il dit, des Français. Il était à la Canourgue, à l'université politique d'été du Parti républicain.
Autre université d'été chez les jeunes giscardiens à La Plagne et chez les jeunes centristes à Saint-Jean-de-Sixte. Pierre Alain a passé quelques jours avec eux dans les Alpes. Besoin d'oxygène et d'un nouveau souffle, c'est peut-être ce qui a dirigé les jeunes de l'UDF vers les montagnes savoyardes. Proximité géographique, même aspiration, même objectif, se préparer au municipal, mais la ressemblance a des limites que la politique connaît bien. À La Plagne, 400 jeunes giscardiens entre 18 et 25 ans planchent depuis 5 jours sur les grands problèmes du moment. Chômage, économie politique, situation internationale, etc. Pour les éclairer, quelques anciens du Parti républicain comme Jacques Blanc et aussi la relève avec François Léotard. Le contact s'établit au cours de dîners-débats ou sur le campus autour d'un verre. Mais pour ces jeunes-là, le vrai guide, celui qu'ils attendent d'ailleurs demain, c'est Giscard. Qui veulent le rejeter, on ne comprend pas pourquoi, parce que s'ils rejettent Valéry Giscard d'Estaing, ils rejettent toutes leurs optiques politiques pendant des années, ça veut dire qu'ils se renient. Il fallait pas renier le président, quoi. Ça aurait été lâche de notre part, disons, de changer de nom, de l'abandonner juste à sa défaite. Forts de leur fidélité et de leurs convictions, ils comprennent mal les réticences de certains de leurs aînés à propos du congrès de l'UDF. Alors nous disons les choses de façon claire. Tout ceci n'est pas sérieux, tout ceci est scandaleux. Il va falloir trouver la façon de préparer les élections municipales, il va falloir proposer autre chose, et je ne vois pas pourquoi Giscard, qui d'ailleurs n'a jamais voulu faire du congrès de l'UDF son affaire personnelle, je ne vois pas pourquoi Giscard, qui a de l'expérience et qui est l'ancien président de la République, ne parlerait pas devant ses amis au congrès de l'UDF. Nous disons... Autre courant, autre style chez les jeunes centristes réunis à Saint-Jean-de-Sixte. La moyenne d'âge est plus élevée, on est même venu en famille. Ici aussi on se prépare au municipal en prêchant l'union, mais ici pas de portrait de l'ancien président de la République. En revanche, son ancien Premier ministre est là. Il apporte aux jeunes centristes cette image de réalisme dont ils se veulent porteurs pour préparer l'avenir. Alors pour eux, l'affaire du Congrès et les questions de personnes sont secondaires. Il s'agit de gagner les municipales. On verra plus tard. Ces débats, si vous voulez, sont intéressants dans la mesure où il y a une affirmation d'une identité qui est celle du CDS, qui se veut forte. Mais je crois que derrière tout ça, il faut bien voir l'objectif profond, qui est l'union de l'opposition. Ça veut dire que l'heure de Giscard, leader de l'opposition, n'est pas encore venue? Je crois que, encore une fois, il ne faut pas se tromper d'élection. Nous, au CDS, nous ne voulons pas entrer dans une stratégie présidentielle. Le pays a mieux à faire d'aborder les problèmes de fond de ce pays plutôt que d'engager déjà un combat pour les futures présidentielles qui nous apparaît si éloigné. Avant ou après les municipales, en attendant de se trouver un capitaine, les jeunes comme les anciens ne perdent pas le moral. Voilà, ça nous manquait quand vraiment Barre était à Matignon. Michel Poniatowski, qui lui aussi était à La Plagne, a déclaré hier soir qu'il n'écartait pas l'hypothèse d'élections législatives anticipées, tout comme Jacques Chirac donc, qui tout à l'heure, de retour en métropole, s'est étonné de l'exploitation de ces déclarations en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Jamais un gaulliste ne remettra en cause ni les institutions, dans leurs lettres et dans leur esprit, ni bien entendu les exigences des règles de la démocratie et des principes de la République. Ça c'est clair. Et je n'ai jamais, bien entendu, mis en cause la légitimité du gouvernement. Ce n'est pas le problème. Mais les gaullistes sont également profondément attachés à un autre principe, qui est celui des exigences de la démocratie, c'est-à-dire du recours naturel au peuple quand les circonstances l'exigent. Alors ce que je dis est la chose suivante. Ou bien les socialistes et les communistes seront amenés à changer complètement de cap.
c'est-à-dire à perdre cet irréalisme qui les conduit à l'incohérence dans leur gestion. Et ils s'orientent, c'est vrai, un peu dans cette voie. On l'a vu avec le blocage des prix et des salaires, avec le nouveau budget qu'ils viennent de présenter, c'est-à-dire avec le recours à une politique d'austérité qu'ils avaient toujours combattue auparavant, et à laquelle ils sont conduits de façon d'autant plus dure qu'ils ont commis bien des erreurs et des excès dans les mois qui sont passés. Et alors ce sera la fin de l'expérience socialiste. Ou bien par doctrine, par idéologie, par sectarisme, ils maintiendront leur cap et la voie qu'ils se sont tracée. Et alors je suis persuadé que la dégradation de la situation économique et politique les conduira forcément, s'ils veulent respecter naturellement les règles de la démocratie, à une consultation populaire, à des élections législatives anticipées. Un sondage du journal du dimanche, pour 40% de Français contre 32%, Pierre Mauroy est un bon Premier ministre. Mais de manière contradictoire, 56% le trouvent pas convaincant et 52% pas compétent. En revanche, on le juge sincère. Pierre Mauroy, qui s'exprimera demain au Club de la Presse, après un assez long silence, et après surtout une semaine de consultation avec les partenaires sociaux. Et on croit sentir un ton nouveau, Philippe Sassier, et peut-être même une inflexion de politique. Inflexion, un ton, effectivement. Il semble que, sur le fond, comme sur la forme, Patrick, que quelque chose a changé au gouvernement, comme s'il y avait eu une sorte de remaniement intérieur. La rentrée économique, en tout cas, s'est faite sur les chapeaux de roue. Coup sur coup, Jacques Delors a présenté ses mesures sur l'épargne, suivi par les objectifs pour les grandes industries nationalisées de Jean-Pierre Chevènement, et enfin du budget de Laurent Fabius. Épargne, industrie, budget, les trois étages de la nouvelle politique semblent bien s'emboîter, et l'accueil qui leur a été fait gomme en partie du moins les mauvais sondages qui, il est vrai, sont antérieurs et à ces mesures et à l'indice favorable des prix du mois de juillet. Voilà pour le fond. Mais le changement, semble-t-il, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus important, est également dans la forme, du moins c'est ce qu'on peut ressentir pour les journalistes qui commencent de nouveau à se promener un petit peu partout. On sent qu'un axe assez ferme s'est établi entre Pierre Mauroy et Jacques Delors. On parle enfin le même langage et à Matignon et rue de Rivoli. Ce n'était pas toujours le cas avant. Pierre Bérégovoy déclare à notre confrère Le Matin, je le cite, le progrès social est inséparable d'une bonne gestion économique. Bref, les ministres en charge des affaires économiques et sociales semblent d'accord sur la rigueur, d'accord pour que le franc ne sorte pas du système monétaire européen, d'accord pour accepter les contraintes que cela représente. Pierre Mauroy paraît donc conforté, d'autant plus qu'il s'est assez bien tiré de ces différents entretiens auxquels vous venez de faire allusion avec les syndicats et le patronat. Il lui faudra donc demain expliquer non seulement la cohérence des choix de cette nouvelle politique, montrer également un nouveau visage, bref, comme son prédécesseur qu'on vient d'entendre chanter, il lui faudra également prouver qu'on peut être un homme carré dans un corps rond. Voilà, Pierre Mauroy, donc, dont nous entendrons dans ce journal demain. L'étranger à nouveau, eh bien, finalement, le lieutenant-colonel Terrejo ne pourra pas se présenter aux élections. Le ministère de la Défense espagnol a refusé sa demande de radiation des cadres de l'armée. Il reste donc militaire et ne peut se présenter comme il l'espérait lorsque nous lui avions téléphoné hier. Toujours en Espagne, au large des côtes de Galice, les écologistes, eux, n'ont pas désarmé et refusent l'immersion de déchets radioactifs de 1000 piastres. Pour la deuxième fois en 15 jours, l'expédition du mouvement Greenpeace sur le navire Sirius tente d'empêcher le déversement de déchets radioactifs en mer. Sur des canaux pneumatiques, les écologistes gênent le largage des fûts, quitte à en prendre un pratiquement sur la tête. Ici, le fût tombe sur l'embarcation. Son occupant est déséquilibré, se retrouve dans l'eau, alors que le canot, sans personne à bord, poursuit sa course. L'écologiste n'est pas blessé, il parvient à rejoindre son canot dont le moteur est maintenant éteint, mais il est furieux et on le serait à moins. Les hommes du Schöndelberg, le navire hollandais qui assure cette opération de déchargement, le sont aussi, et les insultes fusent de toutes parts. Plus tard, le capitaine du bateau hollandais s'excusera et l'opération sera momentanément stoppée. 4000 tonnes de déchets radioactifs sont déjà au fond des eaux, à 700 km des côtes de Galice, au nord-ouest de l'Espagne, et 2 autres navires néerlandais doivent encore en déverser 7000 tonnes. Alors justement, Jérôme Bonny est avec une équipe d'Antenne 2 sur le bateau de Greenpeace qui va s'opposer à cette deuxième immersion. Avec Jean-Claude Darrigo maintenant, et en images, le reste des informations hors de nos frontières. Tout d'abord, en Inde.
Inondation catastrophique dans le district de Patna. Les eaux du Gange ne cessent de monter depuis une semaine. On dénombre déjà plusieurs dizaines de milliers de morts. Une épidémie de choléra est en train de frapper durement les survivants, souvent isolés sans nourriture et sans soins médicaux. Routes et chemins de fer sont coupés, rendant presque impossible l'arrivée des secours. Un train qui flotte sur un champ magnétique et qui est capable d'atteindre la vitesse de 517 km à l'heure, c'est l'engin que des chercheurs japonais ont expérimenté hier avec 3 personnes à bord. Le train vole littéralement au-dessus de son rail sans jamais le toucher. Définitivement opérationnel en 1985, il reliera Tokyo-Osaka 550 km en 1 heure et 7 minutes. Funérailles grandioses au Swaziland pour le souverain du pays, mort à 83 ans, dans le cortège de nombreux chefs d'État et sa veuve préférée, la reine-mère, poétiquement qualifiée de grande éléphante. Ce bout à deux régnait sur un harem de 100 épouses légitimes et les 2000 occupants de la tribune officielle ne sont rien moins que ses enfants et ses petits-enfants. Les sports maintenant, avec tout d'abord ces images dramatiques de la mort d'un cavalier au championnat du monde de concours complet d'équitation en Allemagne de l'Ouest. Ernest Baumann, dont on voit qu'il porte les couleurs de la Suisse, est mort, vous allez le voir, sous son cheval. Ce n'était pas son cheval préféré. Il ne le connaissait pas beaucoup. Le cheval était, vous l'avez vu, visiblement épuisé avant d'aborder l'obstacle. Épuisé par cette épreuve dont le principe est parfois contesté par ceux qui trouvent que l'effort est trop violent. Un championnat du monde dominé pour l'instant par les Anglais. Autre championnat du monde de cyclisme en Angleterre à Goodwood. En attendant les professionnels, demain, on a vu courir aujourd'hui les femmes et les amateurs. Alain Vernon. Succès britannique chez les dames ce matin tout d'abord. Au terme de 61 km, Mandy Jones, ici 20 ans à peine, médaille de bronze en 80 à Salange, termine en solitaire ce championnat du monde féminin. Tout s'est passé comme je l'avais souhaité, a-t-elle déclaré. Mandy Jones a surpris les Américaines et les Soviétiques sur un circuit qui avantageait plutôt, c'est vrai, les petits gabarits. À plus de 40 km/h de moyenne, la nouvelle championne du monde, originaire de Manchester, devance une Suisse et une Belge. Jeannie Longo, la championne de France, victime d'une crevaison, a dû abandonner. Autre victoire en solitaire chez les amateurs, celle de l'Allemand de l'Est Bernd Drogan, talonné ici par le peloton alors qu'il possédait plus de 2 minutes d'avance en compagnie de 9 hommes échappés en début de course. Tous les fuyards seront rejoints, notamment Vedernikov, le soviétique champion en titre. Seul Drogan, 28 ans donc, au prix d'un effort d'une grande intensité, parvenait à repousser les assauts répétés du peloton. L'Allemand de l'Est, à l'arraché, l'emporte avec 8 secondes seulement d'avance sur le Belge Vermeulen. Le premier Français, Vincent Barthaud, n'est que 6e. Tiercé, il fallait jouer aujourd'hui le 9, le 3 et le 15 pour empocher, vous le voyez, quelques 2500 francs dans l'ordre et 471 francs dans un ordre différent. Ça se passait à Vincennes et demain ce sera à Longchamp. Longchamp, exactement. Et la plus belle course de la Réunion à Longchamp, ce ne sera pas le tiercé, mais ce sera une course classique, le prix du Moulin de Longchamp, qui sera un match entre les meilleurs chevaux comme The Wonder, Zino ou Mélino encore. Quant au tiercé, eh bien, on pourrait presque dire sans se tromper, on prend les mêmes et on recommence. En effet, les 24 chevaux engagés dans le prix François Magazine, eh bien, ont l'habitude de ce style d'épreuve à handicap où ils se rencontrent très souvent. Les 3 ans affrontent leurs aînés, les bons chevaux sont très chargés pour laisser une petite chance au poids léger. Trouver les gagnants n'est pas facile, mais c'est un tiercé qui peut rapporter gros. Surtout, par exemple, avec un cheval comme Bosto, s'il est à l'arrivée. Bosto, que nous avons rencontré à Chantilly. Dans le tiercé, Bosto, alors, qu'est-ce qu'il peut faire, ce cheval? Parce qu'il a un poids tout de même élevé, 53,5, non? 53,5, oui, il a été un petit peu... C'était un petit peu dur, mais enfin je pense qu'il peut le faire. Le cheval est très bien. Et sur sa course de Deauville, je crois qu'il a été mal jugé, il faut le revoir. Vous ne pensez pas que ce lot va être un peu difficile pour lui à affronter? Mais écoutez, je crois qu'il a déjà rencontré ce genre de lot et il a bien fait. Et il a été battu une fois par Brightson d'une courte tête. Je pense qu'il peut rééditer cette bonne course et il peut gagner dimanche. Il peut gagner? Oui, je vois vraiment une très bonne chance. Une très bonne chance. Voici la sélection que je vous propose maintenant, avec en tête un outsider, Santa Nicosia, qui sera mon favori. Silver Ring, qui mérite de gagner son tiercé. Winjet, il est très bien placé au poids avec 52,5 kg. Bosto, vous venez de le voir. Mirbal a une chance pour une place. First Cadran monté par Alain Lequeux. Et pour conclure, Dayzan et Billy the Kid. Notez bien leur numéro, 23, 4, 17
8, 10, 14, 3 et 1. Voilà, juste avant le tiercé, demain, l'arrivée pas très loin de Longchamp, à Bagatelle, de la course des ULM, c'est-à-dire les engins ultra légers motorisés. La troisième étape les a vus partir du Touquet aujourd'hui, par un temps toujours aussi beau. Très peu d'accidents, en tout cas, pas de blessés, et un assez grand succès populaire pour ces nouveaux pionniers. Gérard Holtz. Ils ont vraiment de drôles de têtes, ces nouveaux blériot. Un mélange de Mad Max, de courses automobiles, de films de guerre et de personnages de bande dessinée. Et puis ils volent vraiment sur de drôles de machines, mais une chose est sûre, ce qu'ils ont réussi, traverser la Manche sur un appareil de moins de 150 kg, ce qu'ils ont réussi est un véritable exploit. D'ailleurs le public ne s'y trompe pas, depuis hier les spectateurs viennent par centaines, par milliers même, admirer les engins, féliciter les pilotes, rêver un peu en pensant à Icare, et puis s'interroger aussi. Ça paraît bizarre, ça paraît pas fait pour voler, et puis finalement ça décolle. Ben, je trouve que c'est l'avenir, il n'y a pas de doute. Hein, c'est une remise en avant de Blériot, quoi. Vous savez qu'il n'y a aucune femme qui participe à cette course. Justement, je me demandais s'il y avait une femme. Non, il n'y en a pas. C'est dommage. Ça viendra. Parce que ça viendra certainement avec les femmes sportives de maintenant. Ça vous donne envie d'en faire? Non. Pourquoi? Non, je suis pas plus brave, mais pas téméraire pour ce genre d'engin. Très bien, parfait, impeccable. Vous pourriez en faire? J'aimerais en faire. Et tout d'avoir les moyens. Voilà, c'est simple, ça s'appelle le succès. Au départ de la course à Biggin Hill, dans la banlieue de Londres, il y avait 3 personnes autour des ULM. Il y avait un mécanicien, un assistant, un pilote. Au Cap Griné, il y avait déjà 500, 1000 personnes pour applaudir les concurrents qui passaient. Et puis là, au Touquet, maintenant, c'est la grande foule autour de ces engins un peu bizarres. Et bien évidemment, cela devrait créer des vocations. Et bien évidemment aussi, cela demandera pour l'avenir, sans doute, une réglementation pour ces ULM. Voilà, Pierre Lambert va bien et il sera demain dans le studio avec son ULM. Rendez-vous donc à 14h avec Laurent Broumette en direct sur l'antenne. Laurent Broumette qui, vous le savez, a cédé sa chaire de météorologie à Philippe Dumez. Nous vous écoutons, Philippe. Oui, alors aujourd'hui on va monter un peu plus haut à 36 000 km pour voir que la France aujourd'hui a eu pas mal de chance puisque les nuages qui sont situés au nord et au sud n'ont pas pénétré aussi vite qu'il était prévu. Alors, bien sûr, ce sera encore du beau temps pour demain. Voyons les prévisions, elles sont assez simples. Il fera beau et ensoleillé sur la majeure partie du pays. Simplement dans l'après-midi, des ondées avec probablement un peu de pluie vont pénétrer par la Bretagne et la Manche pour atteindre seulement en fin de soirée la zone parisienne. Et des orages vont probablement se produire des Pyrénées au Massif central et à la vallée du Rhône. Tout ce beau soleil fait que les températures vont augmenter en moyenne de 1 à 2 degrés un peu partout en France. Alors, pour l'arrivée des ULM, eh bien, naturellement, il y aura du beau soleil et peut-être un léger vent de sud-ouest. Demain, lever du soleil à 7h12, coucher à 20h26, et c'est la Sainte Raïssa. Voilà, le Suisse Gérald Favre, lauréat du Festival de films de spéléologie de la Chapelle-en-Vercors, autre lauréat, Pierre Baumard, un film que vous verrez bientôt sur Antenne 2 dans les carnets de l'aventure. À 23h15, c'est Christian Marimono qui reprendra les titres que voici. En Italie, les obsèques du général Dalla Chiesa, cet après-midi à Palerme, quelques heures seulement après son assassinat vraisemblablement par la mafia. En Pologne, de nouvelles manifestations dans le calme près de la frontière tchécoslovaque. Georges Marchais a fait connaître tout à l'heure son trouble en déplorant profondément les événements actuels. Enfin, ce 3e accident mortel depuis le début de l'année en concours complet en sport équestre. Le Suisse Baumann est mort au cours du championnat du monde en Allemagne. Voilà donc, 23h15, Christian Marimono et 12h45 demain, Bernard Langlois. J'aurai le plaisir de vous retrouver encore demain à 20h. Bonsoir à tous.